Bonjour à tous, je vous retrouve après notre live du 24 octobre qui s'est très bien passé. J'en profite encore une fois pour vous remercier de votre participation. Je pense que j'en referai. Et je tiens également à vous préciser que le lendemain, j'ai relu absolument tous les commentaires que vous avez laissés dans le chat. Encore merci à vous. Quand j'ai commencé l'électronique en 2014, je me souviens d'un de mes premiers montages que j'étais arrivé à faire et qui m'avait fasciné. Et ce montage, c'était ça. C'est ce qu'on appelle un multivibrateur. Et pourquoi ça me fascinait? Parce que j'avais l'impression d'avoir créé un truc vivant, qui s'animait tout seul. J'avais d'ailleurs à l'époque fait 2 tutos, c'était les tutos 20 et 21, mais en revisionnant ces tutos qui datent d'il y a 6 ans, je me suis rendu compte que d'une part, il y avait quelques erreurs, et puis surtout à l'époque, j'étais pas arrivé à expliquer le pourquoi du comment, c'est-à-dire comment ça se fait que nos 2 LED clignotaient comme ça, tout seuls, en alternance. Donc en fait, j'étais bien arrivé à refaire le circuit, à même le faire marcher, mais par contre j'étais pas arrivé à expliquer pourquoi ça marchait comme ça. Donc j'ai décidé de vous refaire un tuto à destination des débutants pour expliquer ce petit montage que je trouve vraiment trop magique. Il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de composants, il est très simple à faire et je pense que ça peut encourager des débutants à se lancer dans des premières expériences d'électronique. Et je vous rappelle, c'est quand même le but de la Tronic Aventure. Allez, on regarde ça ensemble. Pour réaliser ce multivibrateur, on n'aura pas besoin de circuit intégré, mais simplement de quelques composants que j'appellerai basiques. Une breadboard, une aliment 5 volts, moi je prends une carte d'alimentation comme ça, avec son câble USB, 2 transistors polarisés NPN, dans mon cas ce sont des BC547, 2 petits condensateurs électrochimiques, dans mon cas ce sont des 10 microfarads. Il faut juste savoir que plus la capacité en farad sera grande, et plus le clignotement sera lent. 2 LED rouges, 2 petites résistances de 150 ohms que je viendrai brancher en série avec les LED, 2 résistances de 100K, et enfin quelques brins de fil mal, comme ça, en fil du pont, ou comme ça. Voilà maintenant le schéma de branchement du circuit. On retrouve ici l'aliment 5 volts, le plus, le moins. Ici on retrouve nos 2 LED rouges, ici nos 2 transistors, ici nos 2 condensateurs, ici les 2 résistances de 150 ohms qui sont en série avec la LED, et ici les 2 résistances de 100K. Et voilà ce que ça donne concrètement sur la breadboard. Ici les 2 transistors, ici les 2 condensateurs, les 2 LED, avec en série avec les 2 LED, les 2 résistances de 150 ohms, une ici, une là, et les 2 résistances de 100K, une ici, une là. Et voilà ce qui se passe quand je mets sous tension. Si je m'amuse à changer les 2 condensateurs, je vous ai dit tout à l'heure que plus la capacité serait grande, plus le clignotement serait lent. Là, j'ai des condensateurs de 10 microfarads. Je vais les remplacer par 2 condensateurs de 22 microfarads. J'en ai remplacé un. Du coup, on voit que le clignotement de cette LED-là est plus lent. C'est normal parce qu'elle va dépendre de ce condensateur-là. Et maintenant, je vais remplacer également celui-là. Et voilà, maintenant c'est également cette LED-là qui clignote plus lentement. Juste pour le fun, je vais prendre 2 condensateurs beaucoup plus petits en capacité. Ici par exemple, on a des condensateurs de 1 microfarad. Donc le clignotement est 10 fois plus rapide qu'avec le 10 microfarad. Faire un circuit c'est une chose, mais le comprendre c'est encore mieux. Donc pour ça, on repasse au tableau. Comme vous l'avez compris, c'est la capacité des condensateurs qui va conditionner la vitesse de clignotement des LED en fonction du temps de charge et décharge de chaque condensateur. Quand on met le circuit sous tension, le courant, au début, il va falloir qu'il choisisse un chemin et il choisit toujours le segment qui va lui offrir le moins de résistance. Bien qu'on utilise des composants équivalents de chaque côté, ils ne sont jamais parfaitement égaux, donc il va forcément y avoir un segment qui sera un tout petit peu plus conducteur que l'autre. Alors quel sera le chemin le plus facile pour lui? Ça sera forcément pas à travers ces 2 résistances-là qui font 100K. Il va plutôt chercher à passer soit ici, soit là, à travers des petites résistances de 150 ohms. Alors on va supposer qu'il va plutôt passer par ce chemin-là.
Une fois qu'il est là, est-ce qu'il pourra passer ici? Ben non, parce que ce transistor-là ne sera encore pas passant, parce qu'il ne recevra encore pas de courant sur sa base. Donc tout ce secteur-là sera ouvert. Donc il va vouloir passer plutôt à travers ce condensateur qui n'est encore pas chargé. Et je rappelle, un condensateur, quand il n'est pas chargé, il se conduit comme un simple fil. Donc le courant, hop, il va passer à travers cette résistance, il va passer à travers ce condensateur. Il ne va pas pouvoir remonter, parce que là où c'est du plus, par contre, il va vouloir aller ici. Et là, il va alimenter du coup la base de ce transistor. Rentrant par la base, il va ressortir par l'émetteur, qui reviendra ici. Et ce transistor-là, vu que c'est un NPN et qu'il est alimenté en courant par sa base, il va donc se polariser suffisamment pour laisser passer le courant entre le collecteur et l'émetteur. Le transistor devenant passant, et bien du coup cette LED va pouvoir s'allumer, puisque le courant va également pouvoir passer ici à travers notre résistance de 150 ohms. Il va traverser la LED et il pourra traverser le transistor et rejoindre le moins. Et donc tout ça, tant que la base recevra un courant suffisamment important, ou tout au moins que la tension sera suffisamment importante pour rendre ce transistor passant. Et combien de temps la base restera suffisamment polarisée? Tant que ce point-là a une tension qui reste inférieure à 0,6 ou 0,7 volts. Parce que c'est là que ça devient un petit peu compliqué. Il faut comprendre que s'il n'y avait pas ce condensateur-là, si ce segment-là était complètement ouvert, il y aurait du courant qui pourrait traverser cette résistance de 100K et alimenter la base de ce transistor. Et donc si ce transistor devenait passant, eh bien celui-là ne serait plus passant et ça éteindrait la LED. Tant que ce transistor sera passant et que cette LED sera allumée, eh bien ce condensateur il va également avoir du courant qui va circuler comme ça, qui va le traverser, ce qui fait que du coup ça aura pour effet de le décharger, et le courant qui normalement aurait voulu passer ici, eh bien tant qu'il peut passer à travers ce condensateur, il ne va pas passer là, il va passer là, ce qui fait que la tension à ce niveau-là sera faible, et ce qui fait qu'ici on n'aura pas assez de tension entre la base et l'émetteur pour que ce transistor devienne passant. Au fur et à mesure que le courant va traverser ce condensateur, eh bien la tension à ce point-là va petit à petit monter, et il y a un moment où elle va atteindre la tension de seuil de ce transistor, et c'est là que tout va basculer, parce que dès que ce point-là va atteindre une tension d'environ 0,6-0,7 volts, cette fois le courant va alimenter la base de ce transistor, et une fois que ce transistor va devenir passant, ça veut dire que notre LED va s'allumer, du courant va pouvoir passer ici, mais il va également, cette fois le courant de tout à l'heure qui pouvait passer là, comme ça, qui s'additionnait à celui-là, et bien cette fois le courant il va passer à travers ce condensateur, ce qui fait qu'on n'aura plus du tout de courant qui pourra atteindre la base de ce transistor, donc ce transistor va devenir fermé, bloquant, et du coup éteindre la LED. En fermant ce segment, cette fois le courant il va vouloir repasser comme ça, donc il va recharger notre condensateur, et il va s'additionner au courant qui venait alimenter la base du transistor. Donc on aura à la fois un courant comme ça, et un courant comme ça, qui vont venir alimenter la base de notre transistor. Ce condensateur va se charger, et pendant ce temps-là, celui-là se décharge, puisque le courant vient comme ça, et il fait aussi comme ça, donc il rééquilibre la charge, il annule la charge de tout à l'heure. Et quand est-ce que ce procédé va à nouveau rebasculer dans l'autre sens? Eh bien c'est quand ce condensateur sera complètement déchargé, que le courant ne pourra plus le traverser ici, il va se remettre à vouloir passer ici, et il va revenir réalimenter la base de ce transistor, et de nouveau tout va rebasculer. Précision pour les plus débutants, un condensateur électrochimique, on dit qu'il est polarisé, c'est-à-dire qu'il a un côté plus, un côté moins. Le côté moins, sur les schémas, il est toujours représenté avec une barre plus épaisse comme ça. Et concrètement, sur un condensateur, le côté moins, on le reconnaît avec cette ligne grise avec un moins dessus. Mais j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre, pour les débutants, le fonctionnement d'un multivibrateur. Dans le live, il y avait quelqu'un qui m'avait demandé quel était le montage dont j'étais le plus fier. C'est celui-là. C'est le plus compliqué que j'ai jamais réalisé. C'est l'équivalent d'un PC, c'est-à-dire un tout petit program counter, ce qu'il y a dans un ordinateur. Donc il y a l'équivalent d'un quartz qui cadence. Ici, c'est un NE555 qui cadence très lentement. Ici, simplement, j'ai rajouté cette partie-là pour matérialiser les pas de mon programme. Il s'affiche avec les LED en équivalent binaire. Puis là, j'arrive à le traduire en décimal. Et puis donc, ici, j'ai toutes mes instructions qui s'allument au fur et à mesure du cadencement du NE555. Ici, je rentre mes données en binaire. C'est ce que j'appelle data in. Ça se traduit par les LED qui s'allument ici dans un bus. Puis les informations du bus, j'arrive à les envoyer dans un registre. J'ai un registre B et un registre A. Et en fait, grâce à mon cadencement, j'arrive à commander les différentes instructions qui font que les instructions du data in vont dans le bus. Une fois qu'elles sont dans le bus, je les envoie, donc là par exemple elles arrivent dans le bus,
je les envoie, je les stocke dans le registre B, je coupe la liaison data in bus, et après le registre B, je le renvoie dans le bus pour le renvoyer dans le registre A. Après, j'efface la liaison registre B bus, j'efface le registre B, et on voit que les instructions elles sont restées dans le registre A. Donc j'ai bien réussi à faire passer les informations du data in dans un registre, puis après d'un registre le stocker dans l'autre. Et l'étape d'après que j'aurais voulu faire, c'était additionner la valeur qui est dans le registre A à celle du registre B, donc faire une addition, et la renvoyer dans le bus par exemple. Et justement pour faire ça, je m'étais inspiré des tutos sur la chaîne de Ben Eater.